qu'on a un déséquilibre entre résidence principale et résidence secondaire. Donc il faut rééquilibrer ça. C'est pas du tout la chasse aux résidences secondaires, mais il faut que nos enfants puissent continuer à vivre au pays. Et donc j'ai un petit succès, c'est cet amendement qui va permettre. La taxe d'habitation a été supprimée pour tout le monde. Par contre, elle reste pour les résidences secondaires. Pour notre invité politique aujourd'hui, Xavier Roseraine, député Renaissance de la 6e circonscription de Haute-Savoie au Pays du Mont-Blanc. On va parler de bien des thématiques. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Effectivement, monsieur le député, vous inquiétez pas, on va pas parler musique, même si on sort de ce blind test, on va plutôt parler logement, présence du loup, la montagne, la protection de la montagne, ou encore la mise en place de votre conseil citoyen. Mais avant tout, Xavier Roseraine, en tant que député du parti Renaissance, qui porte la réforme des retraites, dont on a à nouveau encore beaucoup parlé cette semaine, j'ai envie de vous demander comment vous vivez cette période politique autour de cette réforme, vous dont la permanence a été vandalisée il y a peu à Sallanches. Alors, c'est sûr que c'est une période qui est mouvementée pour cette période des retraites, avec malheureusement un petit peu de violence sur cette permanence, et surtout que ma porte est toujours ouverte, donc on peut manifester, mais je pense que rien ne justifie la violence. J'ai l'impression que les Français ont envie de passer à autre chose sur les retraites. Le texte a été adopté, on a un groupe Lyot qui a essayé une tentative de remettre en question les 2 ans de plus. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale cette semaine qui a du coup supprimé ce retour de 2 ans de moins. Donc je pense que maintenant il faut passer à autre chose. Cette réforme a été nécessaire pour équilibrer les comptes de l'État, et on a plein d'autres sujets sur lesquels l'État doit travailler. On doit encore avancer sur la santé, on doit avancer sur le logement. Donc il fallait cet équilibre économique sur les retraites. Malgré toute cette contestation, toutes ces différentes oppositions, vous restez, Xavier Roseraine, encore convaincu qu'elle est nécessaire, cette réforme, et notamment ce recul de l'âge de départ à 64 ans ? Alors elle est nécessaire pour qu'on ait un système qui soit équilibré, et je le dis souvent, cet équilibre il est nécessaire pour les plus fragiles. Quand vous avez des moyens assez importants, vous avez la possibilité de vous faire votre retraite propre, et si à la fin l'État vous apporte pas une retraite, à la limite c'est moins grave. Mais c'est bien les plus fragiles qui ont besoin que le système tienne, et si on veut que les générations futures aient une retraite par répartition, c'est bien les gens qui travaillent, qui payent aujourd'hui la retraite de ceux qui sont en retraite, c'est pour eux qu'elle est faite. Donc c'est nécessaire que tout le monde travaille un peu plus, même si bien sûr c'est pas populaire de travailler 2 ans de plus. Vous qui êtes, Xavier Roseraine, un député vraiment très présent sur le territoire, vous avez été interpellé à ce sujet dernièrement, on vous a posé des questions sur cette réforme, on a essayé de vous dire mais pourquoi vous faites ça ? Est-ce que vous comprenez ? Comment vous le vivez ? Vous avez été interpellé par les citoyens à ce sujet ? On est beaucoup interpellé, et aussi on a interpellé sur la pénibilité. Et c'est pour ça qu'il faut tenir compte de la pénibilité. Il y a quand même 4 Français sur 10 qui partiront avant l'âge légal de la retraite, parce que quand vous êtes par exemple charpentier, vous imaginez bien qu'à partir de 60 ans, vous avez plus la capacité, c'est dangereux d'aller sur les toits. Donc oui, il faut tenir compte de la pénibilité, mais il faut que globalement tous ceux qui peuvent travaillent un petit peu plus pour que le système tienne. Allez, on referme cette parenthèse de la réforme des retraites. En tant que député, vous intervenez, Xavier Roseraine, sur différents sujets problématiques qui concernent le pays du Mont-Blanc. L'un d'eux, pas des moindres, la cherté du logement, le manque d'offres sur le territoire. Vous pouvez nous en dire plus sur des propositions de loi, notamment 2 à ce sujet sur lesquels vous travaillez et vous avez travaillé. On l'a vu pendant la campagne, le logement, c'est un sujet national, mais c'est ici, en Haute-Savoie, et en particulier sur le pays du Mont-Blanc, même plus largement en Haute-Savoie, très 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 important, parce qu'on n'arrive plus à se loger. On n'arrive plus à se loger pour différentes raisons. D'abord parce qu'on a un déséquilibre entre résidence principale et résidence secondaire, donc il faut rééquilibrer ça. C'est pas du tout la chasse aux résidences secondaires, mais il faut que nos enfants puissent continuer à vivre au pays. Et donc j'ai un petit succès, c'est cet amendement qui va permettre. La taxe d'habitation a été supprimée pour tout le monde. Par contre, elle reste pour les résidences secondaires. Et les maires, à partir de 2024, grâce à cet amendement qui a été voté, permettra d'augmenter cette surtaxe d'habitation de 5 à 60%. C'est bien sûr les maires et le conseil municipal qui décidera. Mais ce revenu complémentaire qui sera donné aux mairies permettra, je l'espère, de plus travailler sur les aides pour le logement permanent. Ça, c'est la première chose, c'est fait, c'est voté. Maintenant, j'espère vraiment qu'en fin d'année, il y ait une vraie loi sur le logement. Lundi, le ministre du Logement
le ministre Klein et la Première ministre vont restituer le CNR du logement, et il nous faut des solutions fortes, et une que je porte en particulier, il y en a beaucoup, ça serait qu'on ait chez nous des zones réservées dans nos plans locaux d'urbanisme, qu'on appelle les PLU, qui soient des zones où on puisse limiter le nombre de résidences secondaires et qu'on puisse dire là, on veut de la résidence principale. Ça serait une vraie avancée. Et puis il y a plein d'autres choses dans la loi, mais cette partie-là nous semble vraiment importante. Et là, vous avez cité notamment la question du logement principal et des résidences secondaires. Il y a aussi les logements touristiques. C'est une problématique qui est souvent citée. Est-ce que c'est inspirant pour vous ce qu'a fait l'agglomération du Grand Annecy, limiter les quotas, mettre surtout sur le vieil Annecy vraiment une limite sur l'offre de ces logements touristiques ? C'est vraiment nécessaire. Toutes ces plateformes, alors on cite souvent Airbnb, elles ont permis de mettre en commercialisation des lits qui n'étaient pas commercialisés. Donc c'est bon pour le tourisme. Et il ne faut pas s'en priver parce que c'est efficace, c'est plutôt qualitatif. Maintenant, il ne faut pas que ça fasse disparaître la location à la résidence principale. Donc ce qu'a fait Annecy est très bien. Et je sais que le maire de Chamonix est en train de prendre les mêmes mesures. Et dans la loi qui va être proposée, entre autres, ça va permettre de donner des nouveaux outils aux maires qui pourront les appliquer, par exemple l'enregistrement, pour qu'on connaisse précisément qui loue précisément et qu'on puisse limiter le nombre de locations à la semaine pour permettre de libérer aussi un petit peu de lits pour des locations à l'année. Et il y a d'ailleurs un groupe de travail transpartisan dédié au logement qui a été mis en place à ce sujet. Alors ça bouillonne à l'Assemblée nationale avec du coup un groupe de travail sur le logement. Mais on voit que nous, on a des problématiques ici où on n'arrive pas à se loger décemment, avec des prix chers. Dans des grandes villes, c'est des problèmes de manque de logements sociaux. Donc on ne peut pas avoir une solution unique pour toute la France, mais il faut vraiment regarder par territoire. Et moi, j'ai un grand espoir sur cette loi qui va arriver en fin d'année. Et c'est un des sujets qui est aussi revenu dans le Conseil citoyen que j'ai mis en place depuis le début d'année. On va en parler effectivement, c'est l'un des sujets qu'on va aborder ensemble. Et pour être bien clair, quand on dit c'est très cher au pays du Mont-Blanc, est-ce qu'on sait sur quelle commune est-ce que la situation est la plus tendue finalement ? C'est où qu'on entend parfois, oui, du côté des Ouches, je prends cet exemple-là vraiment au hasard, les résidences secondaires, ça représente 60% des offres, on entend un petit peu tout, c'est où que ça pose vraiment urgence ? Alors, moi, je connais bien les Ouches parce que j'ai été longtemps élu et maire de la commune, mais plus globalement, Vallée de Chamonix, pays du Mont-Blanc, en fait, tout le monde est touché parce que ça a commencé très fortement dans les stations. Vous prenez par exemple Megève, c'est plus de 80% de lits de logements qui sont de la résidence secondaire. Ça veut dire que sur 100 logements, vous avez seulement 20 qui sont pour de la résidence principale. Donc en fait, tout le monde est touché parce que globalement, quand on n'arrivait plus à se loger dans la vallée de Chamonix, on est descendu. Aujourd'hui, c'est sur Passy. Donc vraiment, c'est tout le monde est touché par le sujet. Et Xavier Roseraine, on va poursuivre justement, vous l'avez cité tout à l'heure, avec ce dossier que vous avez décidé de mettre en place, des rendez-vous publics pour échanger directement avec la population, garantir une démocratie participative. Ça s'appelle le Conseil citoyen, ça en est où et ça donne quoi ? Ça marche vraiment bien. C'était une promesse de campagne, mais surtout, je me suis aperçu qu'on ne peut pas aujourd'hui être élu tous les 5 ans et ne pas discuter entre-temps et rendre des comptes du coup aux citoyens entre les élections. C'est pour ça qu'il faut un équilibre entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Représentative, c'est quand vous avez été élu, vous avez un mandat, vous représentez les gens qui vous ont élu. Mais la démocratie participative, c'est comment poser des questions sur votre territoire pour que les gens vous répondent. Donc j'ai créé le Conseil citoyen. J'imaginais entre 50 et 100 personnes que je pourrais interroger régulièrement par une plateforme numérique, en visio ou en présentiel. Et en fait, la bonne surprise, c'est qu'il y a plus de 230 personnes aujourd'hui qui sont inscrites. J'ai réuni ces personnes-là, on a défini ensemble les thèmes qu'ils voulaient aborder, c'était complètement libre. J'ai juste fait en sorte que ça corresponde aussi à des thèmes que nous sommes en train d'étudier à l'Assemblée nationale, parce que l'idée c'est de pouvoir orienter mes votes. On a commencé avec le nucléaire qui a été un succès, on a fait un gros travail sur le logement où j'ai eu plein de vraies propositions cohérentes
qui vont me permettre d'améliorer la loi sur la fin d'année. Donc je suis ravi de cette participation citoyenne. Aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Ces habitants dont vont parler, qui prennent part à ces réunions dans le cadre de ce conseil citoyen, ce sont des salonchards, des passerands, des personnes actives, des retraités. C'est quoi le profil de ces habitants qui répondent présents à ce conseil citoyen? Donc on voulait un profil qui corresponde à la circonscription. Et globalement, donc on a enlevé personne, même si, et je fais encore un nouvel appel, on a un tout petit peu un déséquilibre en représentation avec pas suffisamment de jeunes et il me faudrait quelques femmes en plus. Mais sinon, c'est à peu près équilibré. C'est pour ça qu'on garde ces 230 personnes. Il y avait 0 filtre. Ça veut dire que tous les gens qui sont inscrits ont été choisis. Et je ne connais pas assez bien, du coup, l'ensemble des 230 pour vous dire. Mais ils sont forcément sur la circonscription. Mais j'essaierai de regarder effectivement sur une carte comment ils sont positionnés. Donc il est encore possible de s'inscrire pour prendre part aux réunions et aux consultations de ce conseil citoyen? Oui, on voulait bloquer à 200 parce qu'après on s'est dit mais si on est trop nombreux, on n'y arrivera pas. Et puis globalement, je pense que jusqu'à 250, ça fonctionnera. On veut que ça soit fluide. Ça prend beaucoup de temps, mais ça me paraît indispensable. Et puis les prochains thèmes seront. On continue bien sûr sur le logement, mais là les conseils, les citoyens ont apporté des questions. Moi, j'ai répondu et on va maintenant porter les sujets. Et il y aura le sujet de la fin de vie qui arrive également. Très brièvement, Xavier Roseraine, même si vous avez arrêté des thèmes dans le cadre de ces réunions de consultation du Conseil citoyen, il y a des problématiques qui ressortent. On vous interpelle, des gens vous disent on aimerait beaucoup parler de ça en priorité. Les thèmes, on les connaît. Numéro 1, le changement climatique. Parce qu'ici, ça se réchauffe 2 fois plus vite qu'ailleurs et ça se voit. Bien sûr, toujours la qualité de l'air, parce que même s'il y a eu des améliorations, on a toujours des problèmes sur la qualité de l'air. Et puis, le logement. Et puis, bien sûr, l'inflation qui est arrivée derrière avec les problèmes du coût de l'énergie. Xavier Roseraine, donc député Renaissance de la 6e circonscription de Haute-Savoie du Pays du Mont-Blanc. Nous avons parlé réforme des retraites, nous avons parlé logement et donc nous allons continuer de parler par exemple de protection de la montagne, également du transfert de compétences en ce qui concerne l'eau ou encore le loup. Ce sont les prochains thèmes abordés avec la rédaction Radio Mont-Blanc. L'invité de la rédaction, il est politique pour terminer cette semaine et cette émission de la matinale des Super Leftos. À nos côtés pour cette deuxième partie d'interview, Xavier Roseraine, député Renaissance de la 6e circonscription de Haute-Savoie, toujours aux côté d'Alicia Casteras. Autre sujet que nous allons aborder ensemble, Xavier Roseraine, la protection de la montagne. Ça concerne tout le monde, à tout âge, toute génération confondue. L'équilibre, le partage des espaces. Vous êtes le président du groupe d'études montagne à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça change et c'est quoi l'objectif de ce groupe? Le groupe d'études montagne, c'est un groupe transpartisan qui rassemble tous les élus qui sont sensibles à la montagne et qui vont traiter tous les sujets de montagne. Quand on est à la montagne, on a une particularité, on a une spécificité montagne. Donc que ça soit, par exemple, la forêt, la sécurité ou la vie chère en montagne, tous ces sujets-là sont traités du coup dans ce groupe montagne qui est vraiment transpartisan. Qui dit montagne dit nature, vie sauvage, la problématique du loup, plus que jamais d'actualité. Plusieurs attaques ont déjà eu lieu depuis ce printemps, à Sarvoz, à Saint-Gervais, mais aussi du côté du bassin annécien et puis dans les Aravis. Quelles sont vos actions pour faire avancer ce dossier, véritable serpent de mer? On a d'un côté les agriculteurs qui demandent à être protégés, on a aussi les personnes qui défendent le loup. C'est très compliqué, on n'a toujours pas la réponse et la solution. Je pense qu'il va falloir montrer les crocs. Alors, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais... On note quand même. En fait, je suis vraiment inquiet pour ce qui va se passer. On a un plan loup qui va être du coup relancé et qui commencera à partir de 2024. On a un été qui arrive et on a déjà de nombreuses attaques. Moi, je reçois tous les jours les attaques par mail de ce qui s'est passé. Et tous les matins, je regarde et je pense à ces éleveurs qui, malgré avoir protégé, avoir mis des patous, avoir protégé le troupeau, continuent à se faire attaquer. Il y a un déséquilibre et on va perdre l'ensemble de nos éleveurs s'il n'y a pas une action très très forte. Avec mes collègues députés de la majorité, entre autres Véronique Rioton et Antoine Armand, on est vraiment sur le sujet pour dire au gouvernement: il faut maintenant vraiment agir. On a un déséquilibre, on est attaché du coup à nos alpages, il ne faut pas les perdre et c'est une vraie détresse des éleveurs.
Les loups se multiplient, il n'est plus en danger en France, il faut le dire maintenant, donc c'est pour ça qu'il faut le réguler. Et il n'y a que les humains pour réguler le loup, donc il faut vraiment qu'on ait une régulation très forte. Et moi, je rappelle au préfet qui est en charge de dire, on a des outils qui vont peut-être changer en 2024, mais avec les outils qu'on a, il faut maintenant vraiment être à côté des éleveurs. Il faut faire des tirs quand c'est nécessaire et surtout pas attendre la fin de la saison. Xavier Roseren, votre permanence parlementaire, elle est à Sallanches. Il y a justement un sujet qui agite la commune, notamment la régie de l'eau. C'est le transfert de la compétence eau-assainissement vers l'intercommunalité Pays du Mont-Blanc. C'est un changement national qui est prévu pour le 1er janvier 2026. Beaucoup s'y opposent. C'est le cas donc de la régie des eaux de Sallanches, ainsi que de la mairie qui a peur de voir les prix flamber et de perdre en proximité. Vous en pensez quoi, vous ? Transfert de l'eau et de l'assainissement, c'est un serpent de mer. Ça veut dire que sur tout le mandat d'avant, avec Jacqueline Gouraud qui était ministre, on a apporté des assouplissements pour que, malgré le transfert obligatoire au 1er janvier 2026 sur l'eau et l'assainissement, les comités de communes pourront s'organiser pour gérer l'eau comme elles veulent. Mais la compétence ira bien sûr à la communauté de communes. Moi, j'ai donné l'information à l'ensemble de mes maires que le gouvernement ne souhaite pas remettre en cause cette compétence au assainissement et qu'il faut qu'ils s'organisent pour le faire ensemble. Il ne faut pas attendre trop. Il y aura le transfert de compétences en 2026. Il y a eu des assouplissements et il n'y a pas de signe, malgré quelques votes au Sénat, il n'y a pas de signe comme quoi on va pouvoir ne pas faire ce transfert d'eau et assainissement. Donc, je dis aux élus, travaillez ensemble, organisez-vous avec l'intelligence collective et vous pourrez trouver des solutions, mais ne pensez pas qu'on va remettre en cause ce transfert de compétences parce que je pense que c'est l'intérêt de personne. Alors c'est la position justement de Jean-Marc Peyex, qui est le président de la communauté de communes, qui dit c'est la règle, de toute façon on n'ira pas à l'encontre. On sait que Raphaël Castera, maire de Passy, qui a cette compétence-là au sein de la communauté de communes, lui, il y est plutôt favorable. Vous avez échangé avec ces élus ? J'ai échangé avec les élus parce que j'ai été interpellé par le maire de Saint-Gervais et par le maire de Passy. Et du coup, j'ai interpellé le gouvernement en disant est-ce qu'il serait prévu des modifications ? Et la réponse est non, malgré ce que le Sénat essaye de faire. Donc, moi, je pense qu'il faut que les élus s'organisent comme s'il y avait le transfert en 2026. Et je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'assouplissement, même si le groupe Lyotte est en train de déposer pour la semaine prochaine une proposition de loi dans ce sens-là. Je pense qu'elle ne sera pas votée. Xavier Roseren, député Renaissance de la 6e circonscription de Haute-Savoie au Pays du Mont-Blanc. Merci d'avoir été l'invité de la rédaction ce vendredi matin. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. On a abordé bien des sujets et des sujets qui vous intéressent, qui vous impliquent directement, les super leftos. Bien sûr, vous pouvez retrouver, si vous êtes arrivé au beau milieu de l'interview, vous retrouverez tout cela dans quelques instants en replay vidéo sur notre chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux.